Bonjour à tous, vous écoutez l'Europe en 43 minutes, émission animée par la Maison de l'Europe de Tours Centre-Val de Loire, centre d'information Europe Direct. Notre sujet aujourd'hui sera l'éducation, ou comment devenir adulte en Europe, une si longue histoire, avec Christine Bousquet, maître de conférences en histoire médiévale à l'Université de Tours et présidente de la Maison de l'Europe. Bonjour Christine. Bonjour Astrid. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Alors aujourd'hui, nous allons parler d'éducation, alors on peut revenir sur l'histoire aussi, mais dans un premier temps, est-ce que vous pourriez nous dire un petit peu quelles sont les finalités de l'éducation ? Là, j'allais dire, il n'y en a qu'une finalité, c'est comment devenir adulte, comment la société européenne, qu'est-ce qu'elle veut faire de ses enfants. C'est ça la finalité de l'éducation, quels adultes sortent de nos écoles, quelle est la stratégie générale de cette éducation. Voilà, pour moi, c'est ça le but. Alors, il y a plusieurs manières d'y arriver, et on peut globalement dire que l'Europe s'est divisée en quatre visions de cette éducation et 4 visions de la manière dont les enfants doivent arriver dans l'âge adulte. Alors la première vision, bien, c'est celle qui est caractérisée par un verbe qui est se trouver. On est dans une logique de développement personnel. Le but de l'école et de toute la société derrière cette école, c'est que les enfants acquièrent l'autonomie en privilégiant les expériences, en promouvant la prise de risque, ce qui est loin d'être notre cas. Alors c'est évidemment ce système, c'est le système scandinave. Et ce qui est intéressant, c'est que l'État et la famille et l'école, les trois, partagent cette même conception. Donc, par exemple, je prends un exemple, mais à la sortie de l'école, tous les enfants scandinaves, quel que soit leur niveau familial, vont recevoir 1 an de financement pour se chercher et, on espère, se trouver. Alors, certains vont passer 3 mois et au bout de 3 mois, ils auront tout dépensé. Tant pis pour eux. D'autres, ça va durer un peu plus longtemps parce qu'ils vont réussir à s'en servir un peu plus longtemps. Mais à la sortie, finalement, on a du système éducatif, parce que ça fait partie du système éducatif, eh bien, on a un être adulte majeur qui a réussi finalement sa quête un peu personnelle. Et ce programme colle aux attentes que l'État, les familles, l'école ont. Donc ça, c'est un premier système qui est très important. Le deuxième système, c'est un autre verbe, c'est le verbe s'assumer. C'est-à-dire s'émanciper. Le but d'un enfant, c'est qu'il s'émancipe assez précocement, individuellement. Ça, c'est le système anglo-saxon. C'est le système anglo-saxon. Donc, ils vont, par exemple, avoir des jobs très tôt pour devenir indépendants. Les petits jobs, apprendre la vie professionnelle. Les petits jobs, servir à la cantine, des choses comme ça. C'est quelque chose qu'on trouve chez les anglo-saxons. Et il faut faire ses preuves, bien sûr. Il faut donc, on va créer souvent des auto-entreprises. Les banques vont prêter à ces jeunes. Donc, en fait, l'économie de l'éducation est valorisée. Et dans l'ensemble, ce sont plutôt des jeunes qui, pour beaucoup, vont faire des formations supérieures assez courtes. C'est assez classique. Alors, quand on regarde ces 2 premiers types, ils mettent un peu l'accent sur la précocité du devenir adulte. Le jeune, il va être un citoyen. On met ça en avant et finalement, la jeunesse, c'est un atout. La jeunesse est ressentie comme un atout, comme une chance. C'est un élément positif et le but, c'est que le jeune arrive à l'âge adulte avec une certaine confiance en lui, une estime de soi. Et d'ailleurs, c'est assez intéressant, 80% des jeunes scandinaves ont confiance en eux, 70% pour les Anglais, 60% pour les Allemands, et je vous donnerai le chiffre de la France tout à l'heure, parce que, évidemment, on n'en est pas là. Donc, ça, c'est les 2 premiers systèmes. Je voudrais ajouter aussi peut-être que les jeunes, peut-être, de ces 2 systèmes peuvent être plus engagés aussi en politique. Oui, ils peuvent s'engager plus tôt. Alors, il y a aussi des jeunes qui sont engagés dans les autres systèmes. Oui, bien sûr. Mais globalement, la finalité éducative, c'est que les jeunes s'assument et se trouvent. Troisième verbe, c'est le verbe s'installer. Devenir adulte, c'est s'installer. C'est-à-dire qu'on est dans une logique d'appartenance
familiale. C'est ce qu'on trouve dans les sociétés plutôt méditerranéennes, en Italie, en Grèce. Finalement, on quitte sa famille quand on peut en fonder une. L'éducation, c'est ça. Et c'est un peu le drame affectif. La maman, alors je force un tout petit peu le trait, mais quand même. On n'en est pas loin, je pense. Un tout petit peu, mais pas tant que ça. Je connais quelques Italiens, on n'en est pas loin. C'est quand même quelque chose qui est frappant lorsqu'on a des jeunes qui rentrent d'un système Erasmus en Italie. On se rend bien compte que c'est quelque chose qui les frappe. Donc le problème de cette éducation, c'est l'articulation avec le monde du travail. L'articulation dans une économie qui est globalement une économie avec des salaires assez bas. En fait, la famille est l'amortisseur de l'éducation. C'est l'amortisseur et l'entrée dans l'âge adulte, c'est une trajectoire d'attente. On entre tardivement dans l'âge adulte et grosso modo, finalement, être adulte, devenir adulte passe par la famille, par l'école, qui n'est pas traumatisante ni anxiogène, mais plutôt assez sécurisante, où le bien-être est particulièrement important. Et puis enfin, il y a la quatrième manière de faire, et c'est celle de la France notamment, c'est se placer. Se placer, c'est-à-dire avoir un statut social déterminé par le niveau de notre diplôme. On va rentrer dans les détails juste après la petite virgule. L'Europe en 43 minutes sur RCF Touraine. L'Europe en 43 minutes sur RCF avec la Maison de l'Europe, Centre d'information Europe Direct. Donc aujourd'hui, nous voyons l'éducation, comment devenir adulte en Europe avec Christine Bousquet et vous allez nous continuer à nous parler donc du quatrième modèle. Les trois premiers, se trouver, s'assumer, s'installer et puis le dernier, le nôtre, j'ai gardé non pas le meilleur pour la fin, mais celui que nous connaissons bien, c'est-à-dire se placer. Qu'est-ce que l'école ? Quel est notre système éducatif ? Nous voulons que nos enfants aient un statut social déterminé par le niveau de diplôme. Donc, on est dans un système de déterminisme social. Alors, tout accès est conditionné, tout accès au monde adulte, finalement, est conditionné par le diplôme. C'est le mode majeur. Alors, évidemment, il y a des gens qui arrivent dans le monde adulte qui n'ont pas de diplôme, mais c'est compliqué pour eux. On le sait très bien. Et il y a vraiment une pression sociale très forte. Finalement, on a l'impression en France que tout est joué entre 18 et 22 ans. Si entre 18 et 22 ans, vous n'avez pas le diplôme, vous n'avez pas fait l'école machin, vous n'avez pas le réseau social qui va avec l'école, eh bien, vous allez avoir du mal. Donc, le but de la formation en France, c'est se placer au sein d'une hiérarchie. C'est une formation qui est anxiogène et qui est un système finalement assez irréversible. Si vous avez loupé le coche à 22 ans, alors ça bouge un peu, Dieu merci, mais quand même, malgré tout, c'est très compliqué. La formation tout au long de la vie, c'est un souhait qu'on entend tout le temps et ça devrait être un élément fondamental. En réalité, on s'aperçoit que entre le discours et la réalité, il y a un gap considérable. Donc c'est un système qui génère beaucoup de déceptions. Beaucoup de déceptions parce que, en fait, les élites, c'est quoi ? Les élites, ce sont ceux qui obéissent à ce système, qui ont réussi à se placer. Ça concerne en France 25% d'une classe d'âge. Ça veut dire qu'il y a 75% de la classe d'âge qui n'est pas dans le système, qui n'a pas réussi. Et tout à l'heure, je vous ai donné les chiffres de 89% des Scandinaves qui ont confiance en eux. 70% des Anglais qui ont confiance en eux, 60% des Allemands. Pour les Français, nous avons 68% des jeunes Français qui n'ont pas confiance en eux. C'est absolument considérable. Quand on regarde c'est important, c'est pour ça que j'ai repris les chiffres, parce que c'est très important de voir qu'on passe à l'année dans une forme négative. On est dans une forme négative. Donc, il y a un certain désintérêt, finalement, de l'État, de l'école, devant la réussite, ce que deviennent nos enfants. Est-ce qu'il y a beaucoup d'enquêtes qui sont faites sur ce qu'ont fait les enfants quand ils ont quitté l'école, comment ils réussissent, comment ils se situent dans la vie? Il y en a pas beaucoup. Et finalement, nous avons un système éducatif qui se contente de reproduire.
C'est à peu près ça. C'est vraiment l'élément central. Vous avez un système éducatif aujourd'hui. Alors, avec la visioconférence dont nous sommes tributaires aujourd'hui, c'est assez intéressant parce que ça nous oblige à remettre des choses en cause. Nous avons 2 systèmes d'acquisition. L'un où on passe par étoile, c'est-à-dire qu'on va donner une entrée à un enfant et puis il va aller chercher. Il va aller chercher, donc ça, c'est avec tous les systèmes d'aujourd'hui, c'est très facile, mais c'est une démarche intellectuelle qui est valorisée dans les systèmes scandinaves, par exemple. Tandis que nous avons un système d'apprentissage qui est linéaire. On commence par le b.a.-ba, ce qui est assez logique, mais c'est le discours officiel qui est important. Or, ça, c'est plus recevable. C'est plus recevable parce que les enfants ont plein de sollicitations. Ils vont sur Internet, ils vont trouver beaucoup de choses. Donc, il faut absolument les former à ça. Et on sent bien que notre système éducatif, il est très conservateur, même s'il évolue, il a évolué, même s'il évolue, les structures éducatives françaises, notamment, sont très conservatrices. Alors, donc, on a des grandes différences en Europe. Et je rappelle quand même une chose qui est fondamentale, c'est que l'éducation n'est pas une compétence européenne. C'est une compétence des États. Et ce que je viens de vous dire le montre amplement. Alors justement, tous ces systèmes très différents, ils ont certainement une histoire. D'où est-ce qu'ils viennent? Comment on en est arrivé à tant de disparités en Europe? Alors, je ne sais pas si c'est l'histoire qui permet de vraiment comprendre l'histoire des institutions européennes, des institutions éducatives, qui permet de se pencher sur les systèmes d'aujourd'hui. Je pense que nous sommes tributaires de notre vision du monde. C'est une vision du monde que nous avons et qui est assez différente entre les Allemands, les Scandinaves et les Français. Ça, c'est certain. Notre histoire éducative, elle démarre très tôt. Je vous rappelle que dans l'Empire romain, on avait des écoles, bien sûr, il y avait des écoles, il y avait des maîtres, et ça existait déjà, donc l'Empire romain, ça, c'est quand même une grande partie de l'Europe d'aujourd'hui, donc on pourrait penser que nous avons tous cette base-là. En fait, c'est le Moyen-Âge qui va être une époque importante de diffusion de l'enseignement. Pendant très longtemps, on a dit au Moyen-Âge, on savait pas lire, on était complètement analphabète. Non, c'est pas vrai. L'analphabétisme pur et dur existait, bien sûr, il y avait des gens analphabètes, mais il y avait aussi beaucoup de gens qui savaient lire. Il y avait des petites écoles partout. On a des alphabets qui, par exemple, sur les églises, sur les façades d'églises, on a des alphabets dont on avait des bols à bouillie où il y avait l'alphabet, vous savez, comme les petites nouilles que nos enfants mangent quand ils sont petits, les petites nouilles avec les petites pâtes avec l'alphabet. Il y a des alphabets un peu partout. Donc il y avait quand même une volonté d'apprendre à lire, et on se rend compte qu'il y avait des écoles un peu partout, et des écoles pour les garçons, mais aussi pour les filles. Il y avait des filles qui apprenaient à lire. Quand on regarde l'image médiévale, on se rend compte que, par exemple, la Vierge est très souvent avec un livre dans les mains. C'est une femme. Et elle a un livre dans les mains. Et visiblement, elle le lit. Donc, on a des représentations où elle apprend à lire à son fils, ou elle, enfant, apprend à lire avec sa mère. Donc, c'est quelque chose qui existe. Alors, donc il y avait des écoles, et puis à partir du XIIe siècle, il y a un phénomène tout à fait nouveau, qui est le phénomène de l'université. Les universités vont naître au XIIe siècle, alors ça n'intéresse qu'une petite part des jeunes, bien sûr, parce que les études sont longues, parce qu'elles coûtent cher. On a des lettres d'étudiants qui réclament des sous à papa-maman. C'est pas encore le SMS d'aujourd'hui où on dit « M'aider, je suis fauché », mais ça revient à ça. Quand on prend le texte, c'est vraiment la même chose. Donc on a un développement des universités à partir du fin du XIIe siècle. L'Europe en 43 minutes sur RCF avec la Maison de l'Europe de Tours, Centre-Val de Loire, Centre d'information Europe Direct. On vous écoute, Christine. D'accord. Donc, on était en train de parler de la naissance des universités en Europe. Alors, au XIIe siècle. Voilà, au XIIe siècle. En fait, l'université, universitas, ça renvoie à la notion de communauté. C'est quelque chose qui n'est pas acté. C'est pas un jour la puissance publique, par exemple, qu'elle soit royale
communal ou pontifical, qui va prendre la décision de créer une université. Au départ, ce sont des maîtres et des étudiants qui vont vouloir s'imposer, qui vont vouloir avoir de quoi se défendre dans la vie, parce que c'est des positions qui n'étaient pas très, qui étaient un peu difficiles. Par exemple, on sait très bien que beaucoup de maîtres, les maîtres et les étudiants, circulaient. C'était pas Erasmus, mais c'était déjà quand même un endroit où les maîtres et les étudiants circulaient. On a un exemple qui est très célèbre, c'est Pierre Abélard. Abélard, c'est quand même le grand esprit du XIIe siècle. Eh bien, Pierre Abélard, c'est un Breton qui circule, qui va à Melun, qui va à Paris, qui circule dans les différentes écoles. Et qui d'ailleurs souvent est déçu par le niveau, donc il va décider de changer. Donc là aussi, vous avez une réputation qui se fait, on n'a pas les réseaux sociaux, mais on connaît les réputations. Et donc tous ces étudiants et ces maîtres sont un peu en situation un peu fragile. Et donc ils vont demander, ils vont obtenir, alors quelquefois facilement, d'autres fois avec des combats, avec notamment des grandes grèves. Une des grandes grèves, c'est celle de l'université de Paris, où les maîtres et les étudiants quittent Paris en disant au roi, puisque c'est comme ça on s'en va, ce qui fait pas du tout l'affaire du roi, parce que une capitale où il y a plus d'étudiants, plus de maîtres, et puis tous les bourgeois de Paris qui louaient les chambres aux étudiants ne sont pas contents, donc la grève des étudiants et des maîtres va durer un moment, et donc ils vont finalement obtenir de revenir. Oui. En quelle année? Alors c'est au début du XIIIe siècle, c'est pendant la régence de Blanche de Castille, où il y a des moments difficiles. Alors il y en a un autre avant, au tout début du XIIIe. Et puis, il y a aussi, par exemple, et c'est d'abord la première, c'est à Bologne, en Italie. C'est la première grande communauté qui, d'ailleurs, est dirigée plutôt par les étudiants. C'est les étudiants qui font pression sur l'empereur Frédéric Barberousse pour obtenir un texte de protection. C'est un texte qui, par exemple, leur garantit que s'ils ont un accident, s'ils meurent, leurs biens ne seront pas piqués par la ville, par les propriétaires, mais ils devront revenir à leur famille. Il y a une protection des étudiants, des maîtres, qui est accordée par l'empereur. C'est très important, cette protection. C'est vraiment, c'est l'ancêtre de tous nos systèmes, en fait, quand on y réfléchit. Donc, l'université de Bologne, qui est une université de droit, on redécouvre le droit romain, on l'enseigne, il va former tous les juristes européens. Et puis, derrière, c'est Paris qui va être la grande université qui se développe au XIIIe. Paris va être l'université de théologie essentiellement, et puis on va enseigner d'abord ce qu'on appelle le trivium et le quadrivium, c'est-à-dire les arts libéraux, qui sont la base de notre système. Le trivium sont les arts littéraires, si vous voulez, c'est la rhétorique, c'est la grammaire, c'est la dialectique, c'est l'art du discours, et puis le quadrivium sont les arts mathématiques, donc c'est l'arithmétique, c'est la géométrie, c'est l'astronomie, c'est aussi l'astrologie, il y a pas de différence sensible au Moyen-Âge. Et puis la quatrième, c'est la musique, parce que la musique est considérée comme un art mathématique, puisque c'est la science des intervalles qui permet de faire de la musique. Donc on enseigne ça d'abord. Les jeunes qui arrivent, ils ont à peu près 14 ans à l'université, donc ils savent déjà lire, ils savent déjà le latin, ils ont déjà tout ça, parce que l'enseignement est en latin, bien sûr. Et ce qui veut dire qu'il y a une langue commune de tout le système éducatif en Europe, c'est le latin. On parle latin dans toutes les universités. Et l'autre élément intéressant, c'est que tous ces étudiants et ces enseignants ont obtenu un statut qui est le statut de clerc. Ils sont des clercs. Ça ne veut pas dire qu'ils sont ordonnés, ils ne sont pas prêtres ou diacres, mais ils sont protégés par la cléricature, ce qu'on appelle le fort ecclésiastique. C'est-à-dire qu'ils ne dépendent que de la justice de l'évêque, qui est généralement plus tendre que la justice royale. Donc ils sont finalement un peu plus protégés. Ils sont protégés, oui, notamment contre les bourgeois de Paris. Et du coup, on s'aperçoit quand même que certaines universités ont fait des choix en matière de matière, justement, un petit peu. Oui, alors par exemple, on a donc Bologne qui est plutôt une université juridique, Paris qui va s'intéresser beaucoup d'abord et avant tout à la théologie. On va avoir le droit canon à Paris. Alors il y a un problème, c'est pourquoi il n'y a pas de droit civil à Paris, pour deux raisons. La première, c'est que le droit
droit civil, c'est ce qui permettait d'être juriste, et donc c'était une faculté qui était considérée comme vénale, des gens qui allaient gagner leur vie, ça détournait les gens de la théologie, qui était beaucoup plus longue, pour un doctorat de théologie, il fallait plus de temps, donc il y avait les théologiens de Paris en râlaient. Et puis l'autre élément, c'est le fait que le droit civil est un droit romain, impérial, et au moment où le roi de France veut s'autonomiser complètement, il n'a pas envie qu'on enseigne le droit civil à Paris. Donc le droit civil est interdit à Paris, il est enseigné à Orléans. Votre émission sur l'Europe, c'est l'Europe en 43 minutes sur RCF. L'Europe en 43 minutes avec la Maison de l'Europe de Tours-Centre-Val-de-Loire, centre d'information Europe Direct. Donc nous parlons d'éducation et nous venons de voir avec Madame Christine Bousquet un peu une historique des universités, les choix aussi que certaines universités ont fait dans leur enseignement. Et vous venez de conclure comme quoi le droit civil est enseigné à Orléans. C'est intéressant, voilà. C'est dans notre région. Oui, c'est dans notre région. Donc la faculté de droit civil, elle est à Orléans. Elle n'est pas à Paris, ce qui peut paraître étonnant. Alors on a d'autres universités, il y a Oxford, bien sûr, qui est très importante, qui se crée à peu près en même temps. Et puis il faut attendre le milieu du XIVe siècle pour qu'il y ait la première grande université qui se fonde en Europe centrale, c'est celle de Prague. C'est l'empereur Charles IV qui fonde l'université de Prague, et puis après ça va essaimer. Mais dans l'ensemble, les universités sont vraiment nées en Europe occidentale. Vous avez Salamanque en Espagne, bien sûr. D'ailleurs, c'est intéressant quand on visite Salamanque, on voit encore l'université du XIIIe. C'est un lieu évidemment intéressant. Alors je rappelle quand même, justement, puisque je parle de lieu, nous avons une conception de l'éducation qui doit se faire en un lieu. On a des collèges, des lycées, des universités. Quand on pense université, on voit les Tanneurs, on voit les de Lyon. Au Moyen-Âge, l'université, c'est une communauté. Le lieu, il vient après. Alors évidemment, on va avoir besoin au bout d'un moment de lieux, mais on enseigne sur le Petit Pont à Paris, sur les pentes de la montagne Sainte-Geneviève. Il n'y a pas de lieu proprement universitaire. Ça se fait petit à petit au cours du XIIIe siècle, au XIVe siècle, où vont naître les collèges. Et les collèges, au départ, ce ne sont pas des structures d'enseignement. Les collèges, ce sont des lieux de vie. Ce sont des internats. C'est un petit peu ce qu'on retrouve dans l'idée des campus américains avec les grandes maisons où les étudiants doivent s'affilier. Voilà, c'est tout à fait ça. C'est un système un peu hérité de notre système médiéval qu'on retrouve aussi à Londres, dans les universités anglaises. C'est un système hérité, mais au départ, l'université, c'est vraiment une association pour obtenir finalement une protection juridique contre les puissants, que ce soit l'évêque au départ, le roi, et donc le pape va intervenir et protéger les universités. Le premier grand protecteur de l'éducation, c'est le pape. Alors effectivement, vous l'avez rappelé aussi tout à l'heure, l'éducation donc n'est pas à l'heure actuelle une compétence de l'Union européenne, c'est bien une compétence des États, mais elle est quand même fondamentale. Parce que les gens circulent. Oui. En Europe, dans l'Union européenne, nous avons la libre circulation et nous pouvons aller travailler partout. Donc, ça veut dire qu'un Allemand peut venir travailler en France, un Français peut aller travailler en Italie, etc. Mais est-ce qu'on a les mêmes diplômes et est-ce qu'on a surtout les mêmes niveaux ? Ça, c'est aussi un... Alors, c'est un vrai problème, ça. C'est un vrai problème. Et le premier problème, avant même le niveau, c'est sur quoi passe-t-on nos diplômes ? En Europe, pour la plupart des classements internationaux, ceux qui sont importants, parce que le classement français, finalement, il n'intéresse que les franchouillards. Oui. Les classements internationaux, ils sont fondés sur des compétences. Nos classements français, ils sont encore fondés sur les savoirs. Or, les savoirs, d'abord, ils sont dépassés au bout d'un moment, parce que le monde tourne et parce que ça avance. Regardez, sur le plan scientifique, les savoirs sont vite dépassés. Et ce qui est important, c'est les compétences, c'est la manière dont on va pouvoir se développer, connaître les savoirs, et notamment comment on va pouvoir être capable de lire, de travailler, de comprendre les choses. Or, on se rend compte, et ça c'est très important, on a des classements internationaux de plus en plus. Alors, ils ne sont pas spécialement
européen, mais ces classements internationaux jouent un rôle extrêmement important dans les pays de l'OCDE. Donc on a beaucoup de pays, on a à peu près 37 pays dans l'OCDE, et en fait les classements de l'OCDE vont s'intéresser à bien plus de pays que les 37. OCDE? Alors c'est une bonne question. Alors c'est l'Office de coopération et de développement économique, voilà, qui est vraiment un élément important. Le CDE est à Paris et c'est eux qui sont chargés notamment du classement PISA. C'est le fameux classement PISA qui va non seulement donner les niveaux, mais ça, j'allais dire, bon, c'est une chose, mais qui va aussi, et c'est peut-être plus important, et pourtant c'est pas ce qu'on retient forcément, c'est plutôt l'analyse de ces niveaux, l'analyse de ces différences, et on se rend compte que nous avons quand même, c'est très important de regarder ces classements. Par exemple, on sait très bien qu'en Europe, le pays qui est en tête, vraiment, bien, c'est l'Estonie. L'Estonie, la Finlande n'est pas loin derrière. Ouais. L'Estonie et la Finlande, alors que par exemple au niveau français en mathématiques, c'est complètement cassé la figure. Nous étions très bons en mathématiques. L'école mathématique française, elle est excellente, mais le niveau des jeunes mathématiciens français, des élèves, devient très mauvais. On a perdu beaucoup de compétences en mathématiques, par exemple. Et puis derrière les mathématiques, on s'aperçoit que finalement, il y a un problème de compréhension de l'écrit. Alors nous allons maintenant écouter une chanson très connue, Pink Floyd, The Wall. Alors la deuxième partie justement sur l'éducation. RCF, l'Europe en 43 minutes. L'Europe en 43 minutes, présentée par la Maison de l'Europe de Tours, Centre-Val de Loire, centre d'information Europe Direct. Nous parlons aujourd'hui de l'éducation ou comment devenir adulte en Europe avec Christine Bousquet. Alors nous sommes en train de parler à l'heure actuelle des systèmes d'évaluation, notamment le système PISA qui est géré par l'OCDE. Et vous nous parliez justement du niveau de mathématiques français qui avait considérablement baissé, notamment en matière de connaissances chez les jeunes. Oui, ça a baissé et c'est un vrai problème pour les Français. Et avant de revenir dessus, je voudrais rappeler quand même une chose, c'est que le problème, le monde du travail, le monde adulte, pour nous, il est européen, vous l'avez dit. Nous pouvons aller travailler n'importe où en Europe. C'est la loi européenne. Nous avons le droit de travailler partout, la liberté de travail. Et le problème, c'est un problème pour les Français, parce que nous avons une vision qui est française de l'éducation. Or, les clivages européens sont importants. Je rappellerai simplement, par exemple, les médecins. Est-ce que un médecin formé en France, on sait qu'il est normalement bon, il y a eu des problèmes avec des médecins qui arrivaient, par exemple, de Bulgarie ou de Roumanie, qui étaient formés beaucoup plus rapidement. Donc, c'est un véritable enjeu, de ça, d'arriver à mettre à peu près tout le monde à égalité, d'assurer finalement que l'ensemble est bien européen, que un petit Français, s'il va chez le médecin, que le médecin soit d'origine française, allemande ou bulgare, il sera aussi bien soigné. Or, c'est dans des domaines aussi spécifiques que la médecine, par exemple, c'est pas évident. Il a fallu prévoir des passerelles, et ce qui a fait d'ailleurs un peu râler un certain nombre de gens. Mais entre une formation en 4 ou 5 ans et une formation en 10 ans, même si la formation en 10 ans, peut-être qu'on pourrait économiser 1 ou 2 années, est-ce que c'est la même chose? Sûrement pas. Donc ça, c'est un élément important de réflexion. Nous vivons dans un monde du travail, un monde adulte qui est européen. Les enfants aussi, on a l'impression qu'ils vivent dans un monde européen parce qu'ils vont pouvoir partir avec Erasmus, par exemple, quand ils seront jeunes et étudiants. Mais malgré tout, nous n'avons pas encore bien pris
ce gap, cette réalité entre l'enfant et l'adulte. Comment on fait pour qu'il devienne un adulte européen? Et ça, c'est à mon avis un des grands enjeux. Je pense que l'enseignement des langues aussi étrangères l'enseignement des joue langues, un rôle fondamental dans sûr. cette prise de conscience aussi que l'on vit dans un monde non pas franco-français, mais dans un monde vraiment déjà on peut être mondial, très inquiet de la européen. réforme du CAPES qui est en cours et qui fait que les jeunes professeurs de langue qui vont être recrutés ne vont pas passer d'oral de langue pour le concours de recrutement, ce qui, moi, me pose quand même un problème énorme, hein, sans vouloir faire de polémique particulière. Je trouve que, j'avoue que je ne comprends pas cette affaire. Notre note PISA va encore baisser, je le crains. Je le crains que la note PISA baisse. Alors, cette note PISA, on demande souvent comment on juge les enfants, qu'est-ce qui permet. Alors, on prend, le classement PISA s'intéresse aux enfants de 15 ans, hein, donc c'est pas des petits gamins, à 15 ans, et tous les enfants vont passer un test de 2 heures avec des tas de questions pour juger non pas des savoirs mais des compétences essentiellement. Hein, des compétences, et c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est ce qu'on voit. Alors on va par exemple juger la performance moyenne de la compréhension en écrit, à l'écrit, en mathématiques, en sciences, en langue. Donc c'est pas un savoir qui est visé proprement, c'est la compréhension. Et c'est là où on se rend compte que il y a des pays qui s'améliorent, qui se sont bien améliorés. Par exemple, la Lettonie, la Pologne se sont améliorés. Le Royaume-Uni s'est amélioré dans ces domaines-là. Par contre, ça a diminué, par exemple, en Roumanie, à Malte, et puis à Taïwan, hein, par exemple, parce qu'il n'y a pas que des pays de l'OCDE, des pays de l'Union européenne qui font partie du classement PISA. Et alors c'est très important, parce qu'il ne faut pas non plus imaginer que l'Union européenne est une bulle. Hein, nous vivons dans le monde. Bien sûr. Donc, si notre avenir est européen, il est aussi mondial. Donc, il faut que nos enfants soient plongés là-dedans. Et on se rend compte que, il y a des pays qui ont un peu diminué. Donc, on se rend compte qu'il y a des classements qui sont un peu douloureux, notamment pour les Français, parce que les jeunes Français ne comprennent pas forcément. Quand ils lisent, ils ont une compréhension. Oui, ils savent lire les mots. Hein, techniquement, ils savent lire, bien sûr. Mais finalement, quand on les interroge sur ce qu'ils ont lu, ce qu'ils peuvent en faire, quel raisonnement ils peuvent avoir dessus, là, c'est beaucoup moins sûr. Et on se rend compte quand même que c'est très embêtant, et notamment parce que en mathématiques, ça va être catastrophique si on ne rétablit pas véritablement les choses. Donc, très souvent, on dit mais c'est injuste. C'est injuste ce classement PISA. Hein, les Français généralement sont pas les derniers à le dire, parce que les élèves sont confrontés à des problèmes qu'ils n'ont pas traités. Alors oui, mais est-ce que dans la vie, nous allons être confrontés à des problèmes que nous n'avons pas traités? Allez dire ça aux médecins qui se sont trouvés confrontés au Covid. Hein, voilà. Effectivement, donc, on peut toujours avoir de nouvelles la vie, elle est expériences. injuste. La vie est injuste, et on revient à ce que je vous disais tout à l'heure. Est-ce qu'on a besoin d'enfants avec des savoirs, ils savent déchiffrer, ils savent lire, ou est-ce qu'on a besoin d'enfants avec des compétences et qui savent peut-être analyser les situations et réagir aussi. Voilà. Le problème, c'est que nous avons un système où ce qu'on demande aux enfants, c'est de se rappeler ce qu'ils ont appris la veille pour l'interro du lendemain. Hein, il n'y a pas d'investissement sur le long terme. Alors que ce qui est important, c'est d'être capable de résoudre des problèmes qu'il était sans doute impossible d'anticiper. Et c'est ça, la finalité de l'éducation, elle est là. Et en France, on est quand même loin de ça. L'Europe en 43 minutes sur RCF Touraine. L'Europe en 43 minutes, proposée par la Maison de l'Europe de Tours Centre-Val de Loire, centre d'information Europe Direct. Notre sujet, l'éducation ou comment devenir adulte en Europe, avec Christine Bousquet. Alors nous avons vu un petit peu l'historique, quelle a été la finalité de l'éducation. On a vu le système aussi d'évaluation avec le système PISA. Et vous nous avez dit quelque chose de très important, c'est que en fait finalement devenir adulte, est-ce que c'est avoir des savoirs ou est-ce que c'est avoir des compétences? Donc moi justement, je voudrais vous poser la question. Cette éducation, finalement,
telle qu'on l'entend à la française, elle est plutôt pour des savoirs, mais finalement, devenir adulte, est-ce que ce n'est pas aussi apprendre à réfléchir Oui, et sûr. alors de façon positive, mais parfois aussi de façon pas toujours positive, de façon, certaines éducations ou certaines façons de penser peuvent nous amener à ne pas forcément penser de façon Oui, alors c'est pour ça qu'il est important d'avoir un système qui a des objectifs. L'éducation, elle est individuelle. Les parents sont les premiers éducateurs de leurs enfants, c'est important, et je pense que l'éducation familiale est fondamentale, et elle a été sans doute un peu méprisée par l'école et par la société tout entière, qui a estimé qu'il ne fallait pas se mêler de ce qui se passait dans les familles. Je pense que c'est une erreur. On le voit quand même aujourd'hui à travers toutes les affaires qui sortent. Finalement, il est bon d'avoir quelqu'un d'autre, sans doute, pour mettre un peu son nez aussi dans ce qui se passe. Mais l'éducation, elle est familiale. Ça, je pense que c'est très important. Mais c'est aussi une affaire collective. Nous formons des jeunes enfants qui vont avoir un engagement d'adulte dans la société, parce qu'ils vont travailler, parce qu'ils vont financer les retraites de leurs parents, parce qu'ils vont faire des enfants. Donc, la notion collective, elle est fondamentale. Et à mon avis, elle ne s'oppose pas. Elle ne s'oppose pas. Et notre grand problème, c'est en France de les avoir trop longtemps opposés. Les parents qui ont la trouille de venir à l'école, de rencontrer le prof, c'est quand même une réalité qui existe. On le sait très bien. C'est pas normal. C'est pas normal. On est entre adultes, on parle d'un enfant, le sien. On a besoin de parler ensemble. Alors. Aujourd'hui, je pense que derrière votre question, vous renvoyez aussi au problème actuel qui est le problème de l'éducation qui serait un peu confisquée, où l'éducation collective serait refusée par un certain nombre de parents pour des tas de raisons. Il y a des enfants qui ne peuvent pas aller en classe pour des raisons de santé, il ne faut pas l'oublier. Il y a beaucoup de parents qui se dévouent corps et biens à leurs enfants, et moi je leur tire mon chapeau. Parce le premier confinement, notamment. On a bien vu au moment du premier confinement où tous les parents sont devenus des profs. Tout le monde n'avait qu'une seule envie, c'était de réexpédier ses enfants de 6h du matin à 8h du soir à l'école. Enfin, c'est logique, on n'est pas fait pour ça. De les avoir toute la journée sur le dos, c'est pas évident. Mais il y a aussi le fait qu'il y a des enfants à qui on ne propose pas, à qui on ne veut pas proposer, alors soit parce qu'ils ne se plaisent pas à l'école, et donc est-ce qu'on ne peut pas interroger le fait que pourquoi l'école est un endroit détesté par certains enfants, pourquoi ils n'aiment pas, pourquoi ils sont malheureux. Donc moi, à mon avis, c'est pas forcément dans la fuite qu'on va trouver une solution, même si la fuite et la mise à l'écart peut être temporaire et peut permettre d'apaiser un certain nombre de choses, et c'est prioritaire, mais c'est peut-être pas non plus la solution. Et puis, on sait très bien qu'aujourd'hui, il y a des enfants qui ne vont pas à l'école par refus de l'école collective, le refus des valeurs de la République française, notamment. On veut pas de la mixité, on veut pas de tout cela. Alors là, ça nous pose une question quand même, parce que la collectivité, l'ensemble de la société est aussi responsable des enfants, de l'éducation. L'éducation collective, elle a de la valeur, et je crois que c'est fondamental qu'on revienne à ces notions-là. L'éducation aux valeurs républicaines, aux valeurs, j'allais dire même le mot républicain à la limite, est même presque ne veut plus dire grand-chose à mon avis. C'est aux valeurs humaines basiques, tout simplement le respect d'autrui, la vie ensemble, la fraternité qui fait que on va s'occuper des plus vieux quand ils travailleront plus. Ce sont des notions qui sont importantes, on l'a bien vu, là avec la crise du Covid, où de temps en temps, on avait quand même l'idée, certains, de se dire, bon, est-ce que vraiment il faut arrêter tout le pays pour sauver des gens qui vont mourir parce qu'ils sont vieux? C'est une question qui s'est posée, et je pense que l'éducation collective, c'est aussi d'armer les enfants pour une réflexion sur tous ces problèmes. Alors moi, je pense que les valeurs républicaines, ce qu'on met en valeur à l'école, c'est en fait notre cadre de vie. Et donc, priver les enfants de cela,
ça me pose un problème. Et puis même les enfants qui ont du mal, la vie va pas être facile non plus toujours. Et donc peut-être qu'il faut aussi les aider à appréhender ce monde-là. Et alors, il faut faire des progrès, c'est évident. On a beaucoup de progrès à faire, mais je pense pas que la fuite soit la bonne solution. En fin de compte, il faudrait aussi s'inspirer peut-être de nos voisins européens qui ont des systèmes différents. Alors, pas prendre forcément calquer leur système, mais voilà, par exemple, comme en Finlande, travailler parents, gouvernement, professeurs, tous ensemble pour aller dans la même vision aussi, avoir une même vision de l'éducation. Je suis d'accord avec vous, mais il y a un problème qu'il faut jamais oublier, c'est qu'en Finlande, vous avez 6 millions d'habitants, je crois. Nous, nous en avons 66 millions. Donc, évidemment, c'est plus compliqué. C'est pour ça que je dis pas calquer, voilà, mais... C'est plus compliqué. Par exemple, s'il fallait donner une somme d'argent pour que tous les jeunes Français puissent passer 1 an à se chercher, et on espère à se trouver. Il y a des idées quand même, des dispositifs comme le service civique qui permettent de faire il y a des dispositifs qui permettent de faire des choses. Mais bon, c'est différent. Là, on a évolué. On a évolué dans le système français, on a évolué vers ça, mais on n'est pas encore arrivé au bout. Eh bien, encore beaucoup de travail à fournir. Merci Christine Bousquet. Nous avons parlé donc de l'éducation, comment devenir adulte en Europe avec la Maison de l'Europe de Tours-Centre-Val de Loire, Centre d'information Europe Direct, dans l'émission L'Europe en 43 minutes. Et à bientôt. À bientôt.